Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Dzogchen Today. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série sur le soulagement des émotions au jour le jour et quelques épisodes sont consacrés à des familles particulières d'émotions qui sont directement liées aux bouleversements climatiques et écologiques en cours. Bouleversements qui sont également liés à ceci, économiques, politiques et sociaux. Donc on a déjà vu dans certains épisodes et on reverra dans d'autres des familles d'émotions particulières en réaction à ces bouleversements. Et dans celui-ci, on va essayer de traiter plus particulièrement la tristesse, les regrets, voire la nostalgie. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui deux personnes qui sont avec nous. Diane Despréménil. Bonjour. Vous êtes donc théologienne, biographe. Vous travaillez sur des projets de recherche autour de la fin de vie. Vous avez rédigé une thèse sur l'importance de la question du sens en éducation religieuse et philosophique. Et vous prenez également soin d'un grand et riche jardin avec de nombreux animaux. Vous avez en particulier une formation en ornithologie. C'est ça. Mila Khyentse Rinpoche, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Bien, toujours heureux de vous retrouver. Fidèle au poste. Hein. Merci. Vous êtes toujours chercheur universitaire de formation ? Non, j'ai changé. Ah, vous avez J'ai changé, ça m'ennuyait. J'ai changé mon passé. Et la consultance et l'enseignement de Dzogchen, ça ? Non, c'est fini. Okay. C'est ennuyeux. Ouais, du coup, vous n'avez pas non plus été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya ? Non plus. Non. En Europe, parfois ? Non plus. Ok. Sur la Lune ? Et détenteur de lignée Je sais plus ce que c'est. De toute façon, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Il faut écouter les autres épisodes pour l'apprendre, dont les épisodes Qu'est-ce que le Dzogchen sur la lignée. Merci de me recevoir en tous les cas encore une fois. Un grand merci à vous d'être parmi nous. Donc, nous allons revenir à la thématique, donc sur les types de réactions à ce bouleversement écologique. Et donc, Diane Despréménil, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'on entend par donc, tristesse ou regret ou nostalgie liés à ces changements très profonds du climat ? Dire ce que c'est, peut-être un peu pourquoi et comment ça se manifeste c'est-à-dire quel impact ça a sur notre vie personnelle, sur notre vie individuelle. Je vais simplement parler pour moi parce que je ne sais pas quel impact ça a sur la vie individuelle d'autres personnes. Mais ce que je constate, comme tu l'as dit, j'adore les oiseaux et je vais souvent les voir dans leur environnement. Et quand je suis devant un environnement qui est extrêmement dégradé, ou alors devant des espèces où il ne reste plus que quelques types d'individus, où les exemples peuvent se multiplier, je peux ressentir une énorme vague de tristesse qui vient et ça prend tout l'horizon, ça balaye tout, en fait. Dans des moments où je suis fort impactée par ça, je peux faire pas mal de cauchemars. Dans des situations où l'environnement est encore plus dégradé. Enfin voilà, le processus s'entretient lui-même. Et voilà. Dans mon cas, c'est vraiment lié à la tristesse. Mais c'est de la tristesse soit par rapport à ce qui a déjà disparu, soit ce sont des projections, de voir un endroit qui est absolument superbe, et de voir un site qui est en construction à côté avec du béton, etc., et de projeter sur cet endroit que bientôt il ne sera plus là. Et oui, ça peut être tristesse, désespoir. Voilà. Mila Khyentse, vous voulez ajouter quelque chose, compléter ? Ça, c'est assez récurrent. Le fait d'être triste par rapport à ce qui a déjà été perdu et d'anticiper ce qui va être perdu, qui décuple cette tristesse et qui va entretenir en fait cette tristesse. Parce que non seulement elle a été vécue, elle est vécue maintenant, mais en plus on anticipe le fait qu'elle va être vécue plus tard. Donc elle devient vraiment régulière. Et un terme qu'on a entendu récemment à ce propos, c'est celui de solastalgie. Donc Diane, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer le sens de ce terme et de nouveau quel impact concret ça peut avoir sur notre vie ? Alors, il y a un philosophe français, Baptiste Morisot, qui appelait la solastalgie le mal du pays sans exil. On est en deuil de quelque chose qui est encore là, sans forcément avoir quitté chez soi.
Et c'est la perte du réconfort du monde familier, de ce qu'on connaît, du monde dans lequel on se sent en sécurité, face à quelque chose qui nous semble absolument imprévisible. C'est très compliqué à gérer. Je dirais que ces deuils, d'un point de vue plus externe, qui n'est pas de moi, mais quand on lit des articles là-dessus, etc., c'est un deuil qui ne connaît pas de fin, comme ça vient d'être dit, mais aussi qui ne sont pas reconnus comme tels, parce qu'en fait, c'est le deuil pour du non-humain, et en tant que société, on a énormément de mal à se relier aux autres êtres. Et c'est aussi un deuil qui est pour quelque chose qui est encore là. Donc, voilà, c'est... D'ailleurs, le créateur du terme solastalgie, qui était Glenn Albrecht, je crois que ça a été créé en 2003, insiste bien là-dessus, c'est que c'est une douleur qui est une douleur récurrente et perpétuelle sur un aspect disparu. Donc automatiquement, ça ne va pas non plus être par rapport à quelque chose de précis, c'est surtout par rapport à des conditions, et des conditions très vastes ou très, très globales. Et donc on a beaucoup de mal, parce que c'est un sentiment océanique, c'est un sentiment très, très vaste. On a beaucoup de mal à le reconnaître en nous parce que c'est trop vaste pour être reconnu en soi. Très souvent, c'est ça qui se passe dans les premiers temps en fait, de la réaction solastalgique. Il y a une incompréhension du processus. Déjà, on n'arrive pas à savoir que c'est ça qui est en train de se passer en nous. Et la seconde chose, c'est qu'on n'arrive pas à le déterminer parce qu'en fait, on n'a pas le moyen de le déterminer, étant vraiment connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste que nous. Et si on vient maintenant plus spécifiquement au Dzogchen, à la tradition Dzogchen, qu'est-ce que celle-ci aurait à dire de particulier sur ce type de réaction? Et on pourrait se demander, en fait, mais la solastalgie, les bouleversements climatiques, le changement dont vous avez parlé, c'est quelque chose de tout à fait récent, c'est nouveau, on n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine sur cette planète. Et du coup, est-ce que le type de réaction émotionnelle, c'est la même chose? Il est nouveau, on ne l'a jamais vu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être plus inhérent à la condition humaine ou quelque chose comme ça? Non, ça vient de sortir. Oui. C'est nouveau, je pense. C'est totalement nouveau. C'est la dernière réaction à la mode. Non, bien sûr que c'est aussi vieux que l'humanité, ça c'est évident. Ce que dit le Dzogchen, c'est que, bien entendu, c'est lié à des émotions qui sont des émotions de base, que l'on expérimente à la base, c'est-à-dire que quoi que l'on fasse, elles sont là, où que l'on soit, elles sont là. Et c'est ce qui définit en fait l'être humain vraiment par excellence, sa capacité à ressentir ces émotions-là. Pour le Dzogchen, c'est très très clair, comme ça l'est d'ailleurs dans beaucoup de grandes traditions de l'humanité. C'est une notion et une réaction liées toujours à la mort. Et ce point-là, en fait, il est fondamental dans cet aspect de tristesse, dans cet aspect de regret, dans cet aspect de perte. Diane, tu parlais de deuil tout à l'heure. Ça fait vraiment partie du principe de la solastalgie. Et le deuil, bien entendu, s'il n'est pas relié à la mort, forcément, c'est pas le deuil. Donc le principe fondamental ici, c'est que la vision du Dzogchen dit que, bien entendu, c'est lié à la condition humaine qui est inscrite entre naissance et mort, et par extension, ce que vit l'être humain par lui-même, eh bien, il voit que tout vit de cette manière-là. C'est-à-dire que tout est sujet, in fine, à destruction. Et ça ne veut pas dire qu'il l'accepte. Ça veut dire que l'être humain est conscient, vraiment au fond. Il est fondamentalement conscient de sa finitude et de la finitude d'absolument tout. Et donc la solastalgie, c'est ce principe-là. C'est d'être conscient et d'être rappelé à la conscience que tout est finitude, que tout est amené à disparaître. La seule différence, on pourrait dire peut-être, c'est que dans le principe de solastalgie déterminé par Glenn Albrecht, c'est que nous sommes très certainement à l'origine de cette finitude. Alors que, habituellement, dans l'histoire humaine, si on regarde dans le passé, c'était notre condition et c'était la condition du vivant d'être fini.
Mais dans cette perspective moderne de la finitude axée sur la solastalgie, apparemment, selon toute vraisemblance, l'être humain est pour une grande part en fait, dans la disparition des espèces, dans la disparition des écosystèmes, et donc dans la disparition des supports de vie, même de l'être humain en général. Donc il y a cette petite notion-là aussi qui est assez intéressante en Occident, puisqu'elle est elle est assez souvent présente à la base de notre vie. C'est ce sentiment aussi de culpabilité qui est présent dans le principe de solastalgie, puisque nous sommes à l'origine en fait de la destruction de la nature, des espèces, des oiseaux, etc. Et donc avec une notion encore plus importante de responsabilité de cette finitude. Donc à la notion de la mort et du deuil, eh bien, se rajoute aussi cet aspect de faute. Que voilà, c'est nous qui en sommes à l'origine, et si ça disparaît, c'est quand même en grande partie à cause de nous. Merci beaucoup. Diane, vous voulez rajouter quelque chose après, à partir de ce qui a été dit? Pas particulièrement. Et donc peut-être pour poursuivre, en tant que pratiquant de cette tradition Dzogchen, est-ce que vous avez observé une forme d'amélioration de votre rapport à ces émotions, ou peut-être par la mise en pratique de certaines techniques ou... Alors, j'ai l'impression que ces émotions sont aussi intenses qu'avant, voire parfois plus, mais c'est peut-être dû à une meilleure observation, parce que ce que j'essaie d'apprendre de Dzogchen, c'est d'arrêter de m'enfuir, d'essayer d'éviter à tout prix, ou de me mettre en colère, ou juste voir ce qui est là. Ce qui est très inconfortable, mais en fait, ça supprime l'attention. Quand j'essaie de m'enfuir par rapport à la chose, je rajoute une tension parce qu'évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, de rester en présence et d'aller voir activement ce que c'est, de quoi c'est composé. Voilà. Il y a des exercices du Dzogchen aussi qui m'ont énormément aidé. C'est le travail sur l'espace. C'est d'essayer de circonscrire la chose dans un espace qui est plus vaste. Elle est toujours là, mais j'adhère moins. Ça colle moins, en fait. Donc ça m'a aidé beaucoup. Alors le Dzogchen travaille beaucoup sur la question de la mort et je dirais quelque chose qui tranche à travers ce type d'états qui sont quand même des états mentaux, c'est un contact direct avec quelque chose qui ne l'est pas, donc le contact direct avec la mort. Je peux donner un exemple très rapide. À un certain point dans ma vie, ça a été extrêmement compliqué, et ça se précipitait vers quelque chose qui était extrêmement sombre, extrêmement noir, et je ne voyais pas du tout comment en sortir. Et une espèce de climax un matin où, le jour de l'anniversaire de ma mère, qui est morte, je suis sortie dans mon jardin et j'ai vu que tous mes animaux avaient été tués par un prédateur. Et ça a tranché au travers de cet état, en fait. Ça a secoué quelque chose et ça m'a sorti d'eux. Puis, subséquemment, il y a eu d'autres expériences qui sont liées à la pratique du Dzogchen aussi et qui tranchent au travers. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. On dit très souvent, de toute façon, que le Dzogchen, s'il soulage, c'est parce qu'on prend conscience et qu'on est immédiatement mis en face de la réalité. Et donc, on pourrait dire, en entendant ça, on pourrait se dire « Oh là, je ne vais pas pratiquer le Dzogchen, ça a l'air vraiment compliqué, ça va me faire plutôt mal qu'autre chose. » Mais c'est notre condition d'être humain, en fait, de fuir constamment en fait, tout ce qui nous fait mal, peur, etc. Et donc, on n'a souvent pas le choix, pas d'autre choix, que de savoir ce qui est là, donc de voir que en fait c'est un type de souffrance, mais le fait de le voir nous permet justement, puisqu'on l'a vraiment bien perçu, bien analysé, etc., bien vu directement, on peut à ce moment-là faire quelque chose par rapport à ça, puisqu'on l'a déterminé de manière extrêmement précise. Comme toujours, si on ne détermine pas quelque chose de manière précise, si ça reste très abstrait, on n'a aucun impact dessus, puisque c'est très abstrait.
donc on ne va pas du tout être efficace dessus. Alors que dans la pratique Dzogchen, ce qui nous est proposé, c'est justement de déterminer de manière extrêmement précise ce sur quoi on va pouvoir travailler, et donc on y travaille de manière beaucoup plus efficace. Et Diane, pour la mise en application de ce que vous venez d'expliquer, vous vous êtes un peu entraîné à ça, ou c'est quelque chose qui vient spontanément dans le quotidien et vous pouvez l'appliquer directement? Alors oui, l'histoire de contact direct avec la mort où ça a tranché au travers, là c'est venu par rapport aux circonstances, mais oui, grâce aux exercices du Dzogchen, c'est quelque chose qui peut être pratiqué et qui est de plus en plus possible d'appliquer dans le quotidien, parce que ce sont des états qui peuvent être très dérangeants pour les personnes autour de nous, cette tristesse, ils ne savent pas comment gérer, enfin voilà, donc généralement je le cache, mais parfois c'est pas toujours possible. Et le Dzogchen permet vraiment ce temps d'arrêt, voilà, et de pouvoir continuer à fonctionner, que ce soit viable pour les autres aussi. Voilà. Mais oui, ça demande de faire des exercices. Merci beaucoup. Et donc, en parlant d'exercice, est-ce que, comme à notre habitude, Monsieur Mila Khyentse, vous accepteriez de nous transmettre un de ces précieux... Oui, demandez aussi poliment que ça, oui, je peux vous transmettre tout à fait. Il y a une chose, encore une fois, donc pour reprendre la perspective du Dzogchen, c'est de s'apercevoir que cet état est là. Donc ça, c'est en termes d'émotion, c'est le point principal, c'est de savoir que cette émotion, en fait, on est en train de la vivre, parce que très souvent, on passe à côté de toutes les émotions dans notre quotidien. On n'a pas forcément l'habitude de se retourner sur ce qui est vraiment présent, surtout en termes d'émotion, parce que ça nous dérange. Et donc la première des choses, c'est de prendre conscience d'eux. Donc il y a dans la possibilité de la pratique Dzogchen, il y a également des pratiques que l'on appelle des pratiques de projection, dans laquelle on se met dans des conditions ou dans un état particulier. Et une pratique d'ailleurs qui a été proposée lors d'événements de Dzogchen Today sur la solastalgie. On avait proposé un exercice, c'est celui en fait de s'imaginer. Donc on peut être n'importe où, très bien installé sur un fauteuil, un canapé ou sur son lit, chez soi ou même au dehors, dans un parc, au bureau, où vous voulez, peu importe. Là, vous n'avez besoin que de votre imagination, ce qui est déjà beaucoup, ça veut dire d'être concentré malgré tout. Donc, on peut le faire dehors, mais il vaut mieux éviter, au moins dans les premiers temps, des conditions qui sont peut-être un petit peu perturbantes en termes de concentration. Dans un parc. Si c'est calme, c'est parfait. S'il y a les pigeons qui sont à côté, sans aucun problème. Et donc, le but ici, c'est de s'imaginer dans un lieu, le lieu que l'on aime par-dessus tout dans cette existence. Donc, ça peut être un lieu qui est lié à notre enfance, qu'on a vraiment adoré dans notre enfance, qui était extraordinaire. Ça peut être un lieu que l'on adore à l'heure actuelle, un lieu, je ne sais pas, de vacances, de villégiature, ou n'importe quoi, peu importe, mais un lieu vraiment qui est très 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 cher à notre cœur, qui est vraiment profondément ancré en nous. Et donc on va s'imaginer dans ce lieu-là. Pour l'instant, tout va bien, donc on est bien dans ce lieu, etc. Et on y reste, on va dire, quelques minutes, 2-3 minutes, juste à s'imaginer d'être vraiment bien dans ce lieu. Et soudainement, on va imaginer qu'il est frappé par un désastre. Donc, ça peut être n'importe quoi. Tremblement de terre, éruption volcanique, tempête, inondation, etc. Tout ce que vous voulez. Et que, après cette vague de destruction, eh bien, il est entièrement détruit. Et donc, vous êtes au milieu de cet endroit, et cet endroit qui était vraiment le lieu dans lequel vous pouviez vous ressourcer ou demeurer en paix, eh bien, est totalement détruit. Et là, le but du jeu, c'est bien entendu pas de se faire peur inutilement. Ça a l'air réjouissant comme exercice. Ça a l'air très réjouissant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de ce podcast, c'est très réjouissant, tout à fait. Donc on va continuer. Et donc le principe, c'est de voir en fait quelles émotions sont liées à ça. C'est-à-dire de prendre conscience en fait des émotions
potentiels qui émergent lorsque on se rend compte qu'on est en train, bien entendu, de perdre ce qui est le plus précieux pour nous. Donc la première des choses, c'est la découverte de l'émotion. Et très souvent, donc, c'est lié au sujet en fait de ce podcast, c'est-à-dire cette tristesse, cette nostalgie, le regret d'avoir perdu ce qui était vraiment le plus important pour nous, et le fait de pouvoir déterminer de manière assez précise quel type d'émotion est présent. Et par la suite, et donc ça c'est quelque chose que l'on propose assez régulièrement, bien sûr on ira sur d'autres exercices, mais en termes d'émotion ou d'apaisement d'émotion, ces exercices-là sont les plus efficaces, c'est de rester concentré sur cette émotion. Parce que ce que l'on fait habituellement, c'est bien entendu de fuir l'émotion, de penser qu'elle nous impacte trop, qu'elle est trop négative, et donc on ne peut pas la vivre, donc on s'en va. Là, ici, le but du jeu, c'est de rester concentré sur l'émotion et de rester concentré sur la sensation de cette émotion, c'est-à-dire ce que l'on ressent au niveau du corps, et de pouvoir simplement demeurer là, tranquillement. Et ce qui se passe exactement un petit peu, la même chose plutôt que ce que l'on a déjà proposé, c'est que faisant juste ça, c'est-à-dire être juste concentré sur les sensations de l'émotion, eh bien, elle s'apaise naturellement parce qu'on reste concentré dessus. Donc ça, c'est un vrai principe de la concentration de l'esprit, hein, c'est que si on reste concentré de manière naturelle, eh bien, le processus, qui est un processus en fait transitoire, on reconnaît justement qu'il est transitoire, et donc il va petit à petit s'effacer. Et après un certain temps, on peut à nouveau reprendre une activité normale sans aucun problème. Un très grand merci pour cet exercice. Merci à vous. Diane, merci d'être venue parmi nous pour nous partager votre expérience. Avec joie. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. J'en profite juste pour rappeler, comme Mila Kensei l'a dit, qu'un certain nombre d'événements Dzogchen Today ont eu lieu sur la thématique de la nostalgie, de l'urgence de la fin, et de la pratique du Dzogchen. Et on mettra sur le site de Dzogchen Today le lien pour accéder aux enregistrements, au podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.